Merci. Donc bonjour. Donc en effet, on va investir un petit peu les profondeurs du Rhône pendant une petite heure. Je vais surtout vous parler d'une fouille qui concerne un chaland gallo-romain. Donc c'est un bateau qui a été trouvé en 2004 lors des campagnes de cartes archéologiques, c'est-à-dire des prospections dirigées par Luc-Long. À la suite de cette découverte, on a fait différents sondages, différentes fouilles. Et après, en 2011, on a été chargé de renflouer, de relever ce bateau. Donc toute la première partie de la conférence concerne vraiment ce bateau. Je vais essayer de vous expliquer donc toutes les fouilles sous-marines qui ont été faites sur ce bateau pendant 4 ans avant le renflouage. Je vais essayer de répondre aux questions d'où vient le bateau, où allait-il, que transportait-il, comment on fait pour le dater. On verra également son architecture qui correspond à l'espace de navigation, c'est-à-dire un fleuve. Et comme ça, on va essayer de répondre à différentes questions qui ont été des questions qu'on s'est posées pendant 4 ans quand on faisait des fouilles dans le Rhône. Ensuite, on va aborder le renflouage lui-même, la technique des opérations. Donc c'est un renflouage qui a eu lieu en 2011, qui a nécessité l'agrandissement du musée. Et en 2013, en octobre 2013, on a inauguré aussi bien l'extension que l'arrivée du chaland. Dans une deuxième partie, un peu plus peut-être compliquée, je vais essayer de vous parler des problématiques, des vraies problématiques de post-fouille. Donc effectivement, le Rhône, on va le voir, recèle des véritables trésors, des objets extrêmement bien conservés. Et certains d'entre eux nécessitent une étude poussée et permettent quelquefois de changer l'histoire du commerce dans l'Antiquité. Donc là, on verra à la fin 2 objets. Le premier, c'est une petite cruche qui est cassée en plus, mais qui a 2 lignes d'inscription peintes. Donc là, je vais vous expliquer comment on arrive à les traduire, comment on arrive à les interpréter. Donc c'est pas la peine d'être latiniste, épigraphiste, hein, ce sera très simple. C'est une façon aussi de vous dire comment on envisage des hypothèses, comment on les rejette et comment d'autres sont acceptées. Et ensuite, on va s'intéresser à un objet complètement singulier, atypique, on ne savait absolument pas ce que c'était, et je vais vous montrer comment on est arrivé à comprendre sa fonction. Donc juste un mot sur les conditions du Rhône. Bon, la photo, elle est pas terrible, mais en fait, elle est pas terrible parce qu'on n'y voit rien dans le Rhône. Donc c'est complètement noir. Et on a du courant, il y a des particules en suspension. Donc le plus souvent, on est obligé d'avoir des casques avec des lampes torches pour arriver à s'éclairer. Des fois, on arrive à s'éclairer 1 mètre. Des fois, même avec les torches, on n'arrive pas à voir. Parce que comme on a des particules qui renvoient la lumière, on n'y voit pas grand-chose. Donc le plus souvent, on va avoir des filières qui vont matérialiser des carrés au fond de l'eau. Et c'est à partir de ces carrés qu'on va procéder aux fouilles. Ensuite, concernant les conditions de fouille, le problème, ce sont les péniches. On a des péniches qui passent des fois très près des plongeurs, des fois même au-dessus, donc ça c'est un vrai problème. Donc on a des appels radio qui signalent la présence des plongeurs. Et malgré ça, des fois on voit cette péniche, le Sirius, qui au lieu de passer de l'autre côté de la pile du pont, a coupé et passer sur des plongeurs. Donc ça, c'est toujours des problèmes quand on fouille dans le Rhône pour essayer de gérer les bateaux qui passent. L'autre problème, c'est la pollution. Donc c'est vrai qu'on disait qu'on va se rafraîchir dans le Rhône, mais bon, nous, le plus souvent, on fouille l'été parce que le débit est le plus faible. Et l'été, on a des bactéries qui pullulent, on a des problèmes avec la leptospirose, vous savez, la maladie qu'on attrape avec l'urine de rat. Donc c'est pas très glamour. Donc en général, on se fait vacciner et surtout, on utilise le plus souvent des vêtements étanches pour vraiment s'isoler de l'eau avec des casques ou des masques faciaux. Le troisième problème, ce sont les crues. Sur un mois de fouille, souvent pendant 1 voire 2 semaines, on peut pas travailler. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et un autre problème, mais qui est quand même assez récurrent, ce sont les silures. Donc les silures, ce sont des poissons qui peuvent atteindre, on le voit ici, 2,50 m. Donc c'est pas méchant, c'est pas des requins. Ça, par contre, ça attrape les palmes et ça crée une certaine anxiété sur les lieux de fouille. Donc là, vous voyez un silure qui a été pêché, donc nous on était assez contents, c'est un de moins. Bah, le problème c'est qu'ils l'ont remis à l'eau. Donc aujourd'hui c'est plus le cas, parce qu'il y a vraiment une recrudescence de silures, donc là ils sont obligés de les tuer. Donc là on est sur la zone de fouille, donc elle est vraiment en rive droite, face à la ville d'Arles. Donc là vous avez notre bateau de fouille, ici, avec le balisage qui permet d'entourer l'endroit où se trouvent les pales. Donc vous voyez qu'on est vraiment à 60 mètres en amont du pont de la voie rapide. Vous avez la ville d'Arles ici. Et d'un point de vue des couches sous l'eau, à partir du quai bas, ici, on a une pente régulière qui est constituée de milliers, voire de millions d'amphores. Donc là, vous avez le quai bas,
ici, vous avez cette pente, et là, vous avez toute cette accumulation d'amphores avec quelquefois des épaves. On a une quinzaine d'épaves qui sont intégrées dans ce dépotoir portuaire. Donc en surface, on peut trouver des céramiques entières. Donc là, on voit sur cette photo une sigillée. Je reviendrai tout à l'heure sur ce type de céramique. Et on a également des matériaux modernes, des piles de journaux, des carcasses de voitures et également des cols d'amphores qui sont vraiment en surface. Le buste de César a été retrouvé en surface. On n'avait absolument fait aucune fouille, il était posé sur le sol. Donc les caisses de céramique, bon, tous les jours, on a vraiment des lampes à huile, il y a des pieds d'amphores, enfin, il y a beaucoup de matériel et beaucoup de matériel entier. À ce matériel, on a quelquefois des surprises. Donc là, un petit pistolet qui avait été trouvé. Bon, là, c'était... En général, on appelle la police, ils font la balistique pour voir si ce dernier a servi ou pas à commettre quelque chose de pas légal. Et c'était le cas à Marseille. On avait trouvé un pistolet à Marseille et apparemment, il avait servi. Donc, pour revenir au Rhône, on a un gisement d'amphores. Hop, qui s'étend de part et d'autre du pont de la voie rapide, on appelle ça le gisement A, et l'épave Arleron 3 se situe ici, entre 6 et 10 mètres de profondeur. Donc l'épave a été découverte en 2004, ensuite on a fait toute une série d'expertises, de sondages et de fouilles programmées qui ont permis d'avoir certaines connaissances de ce bateau. Donc le bateau était incliné par 30 degrés de gîte. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le dessin, il est complètement incliné. On avait fouillé pendant 4 ans cette partie, c'est-à-dire le tiers arrière du bateau. Et l'avant, par contre, plonge dans le sédiment. Donc là, on a vraiment l'arrière qui a 20 cm de sédiment au-dessus. Et là, on a un bateau qui s'enfonce. Et là, on a à peu près 2 mètres de sédiment au-dessus. Quand je dis sédiment, c'est du sédiment, de l'argile, mais ce sont des amphores, des statues. On a tout un matériel archéologique extrêmement dense et important. Donc les connaissances, au départ, on a travaillé surtout sur l'arrière du bateau. Donc on avait toute une zone de vie avec un dolium ici. Donc un dolium, c'est une grosse jarre qui avait été coupée, qui servait de brasero. Donc on a retrouvé des charbons de bois au-dessus. Et tout autour de ce dolium, on avait la vaisselle de bord des marins, avec quelquefois des noms de marins qui étaient inscrits, gravés sur la céramique. Là, vous avez une autre représentation axonométrique avec le dolium, le brasero et toutes les céramiques autour. Donc pour la datation de ce bateau, au départ, on avait une datation carbone 14. On avait prélevé un morceau de bois et on avait moins 50 à 140 après Jésus-Christ. Donc ça, c'était une fourchette assez large. On savait qu'il était antique. Ensuite, on a trouvé ces 3 céramiques, ces 3 sigillés. Donc ça, pour nous, pour la datation, c'est extrêmement important parce que ce sont des céramiques qui sont produites en quantité industrielle, c'est-à-dire que les formes sont normalisées, on a des décors qui évoluent avec le temps, des formes qui évoluent avec le temps. On a également le nom des potiers. Donc grâce à ces céramiques, on arrive à dater à 20-30 ans près. Donc là, grâce à ces 3 céramiques, on savait que le bateau datait entre 50 et 65 après Jésus-Christ. Ensuite, on a fait un prélèvement de bois et on a fait la dendrochronologie. Donc la dendrochronologie, c'est l'étude des cernes des bois qui ont permis de savoir que les bois, les arbres, avaient été abattus en 49 après Jésus-Christ. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez précis. Le bois a été abattu en 49, ils ont dû construire le bateau en 49-50 et ensuite, il a dû avoir une petite durée de vie de 10-15 ans. Au niveau de l'architecture du bateau, on a un bateau à fond plat. Donc, pour les architectures des bateaux, par rapport à leur espace de navigation, il y a 2 grands types de bateaux. Vous avez les bateaux de mer qui vont avoir une quille pour casser la force mécanique des vagues, alors que dans les fleuves, il n'y a pas de vagues. Au contraire, on a des fois des limitations de hauteur d'eau. C'est-à-dire que des fois, on n'a que 1,50 m, 2 mètres pour passer. Donc, l'adaptation architecturale, c'est d'adopter un fond plat avec à l'avant une légère levée et à l'arrière également. Donc là, on voit, on coupe le bateau. Malheureusement, j'allais dire, on a fait un prélèvement avant de savoir qu'on allait renflouer le bateau. Donc on a un fond qui est en chêne, ici, et les flancs, ce sont des moitiés de troncs d'arbres en résineux. Donc là, ils ont choisi une essence assez légère, finalement, pour assurer la flottaison du bateau.
Au niveau de la structure, je vais aller vite, donc c'est essentiellement des clous. On a 1700 clous qui ont été utilisés pour asseoir la structure du bateau. Et pour l'étanchéité, entre chaque planche, ils mettaient un morceau de tissu poissé, qu'on appelle le lutage, qui assurait l'étanchéité du bateau. Donc là, on voit un morceau de prélèvement. Ensuite, on avait un caisson, ici, central, où on avait encore du résineux, qui permettait d'asseoir la cargaison de pierres. On va le voir au fond de l'eau. Donc on avait 3 rangs de pierres qui étaient rangés dans le bateau, à peu près 27 tonnes de pierres. Donc ça, c'est une photo mosaïque, sous l'eau. Pourquoi une photo mosaïque? Vu qu'on n'y voit rien, on est obligé de multiplier les photos pour arriver à avoir une idée de l'ensemble. Donc là, c'est une représentation axonométrique faite par Supinfocom avec tout le chargement de pierres. Ensuite, concernant la provenance des pierres, les géologues ont permis de savoir que les pierres venaient d'Ernaginum, c'est-à-dire Saint-Gabriel. Autrement dit, ces pierres, on sait que le bateau descendait le Rhône en direction d'Arles. Donc on s'est rendu sur les carrières. Donc là on voit Othello Badan qui est le premier à nous avoir orienté vers les carrières de Saint-Gabriel. Ensuite les géologues ont fait des prélèvements et ont pu confirmer qu'effectivement les carrières de Saint-Gabriel, les pierres, étaient exactement les mêmes que celles trouvées sur le bateau. Donc concernant la destination, donc le bateau a été trouvé ici. Étant donné que les pierres n'ont pas été déchargées, on pense que le bateau a fait une halte à Arles et que ce n'était pas la destination finale. Aussi, quand on suit les anciens bras du Rhône, on a toute une série de villas gallo-romaines où, dans une zone où il n'y a absolument pas de pierres. Donc c'est une zone où on devait importer des pierres. Donc au départ, c'était notre hypothèse de dire que le bateau avait fait une halte, qu'ensuite il se rendait en Camargue pour alimenter les villas en pierre. Et en Camargue, étant donné qu'il y a beaucoup d'attestations d'élevage, de moutons, de chèvres, on avait imaginé au départ que le bateau, pour le fret retour, devait embarquer des chèvres. Or, la jeune fille qui a étudié le tissu a pu remarquer dessus des tas de crottins de chèvres. Donc pour elle, c'était un peu bizarre de trouver ça. Et pour nous, ça confirmait que le bateau avait déjà fait plusieurs allers-retours et qu'effectivement, au retour, on avait des chèvres vivantes sur le bateau. Donc, présence de troupeaux domestiques. Là, c'est une petite. On s'était amusé à faire une petite représentation avec à bord du bateau, du chaland Arles-Rhône 3 des chèvres. Et le système de halage, c'est-à-dire que pour remonter le Rhône, on avait un mât, on attachait une corde et ensuite on avait 70 hommes qui tractaient le bateau. D'où l'aménagement sur les bords du Rhône, probablement de chemins dits de halage. Alors, concernant l'hypothèse du naufrage. L'hypothèse du naufrage, elle s'explique surtout par cette couche argileuse. Sur la quinzaine de bateaux retrouvés dans le Rhône, on n'arrive jamais à faire la différence entre la vaisselle de bord qui appartient au bateau, de tout le dépotoir portuaire, des amphores qui ont été rejetés après. Tout est mélangé, c'est impossible. Or, quand on a fouillé le bateau, on a pu dégager toutes les amphores qui étaient au-dessus, et quand on est arrivé au contact du bateau, on avait toute une couche de 25 cm d'épaisseur d'argile, et ensuite, au contact du bois du bateau, on avait les céramiques. Autrement dit, cette couche d'argile de 25 cm d'épaisseur avait permis de séparer le dépotoir portuaire de la vaisselle de bord du bateau. Donc pour nous, c'était intéressant parce qu'on a pu bien dater le bateau, mais surtout, on s'est interrogé sur la présence de cette couche. Or, les géomorphologues nous ont dit que c'était une couche de décrue. C'est-à-dire qu'il devait y avoir eu avant une crue particulièrement importante, et ensuite, pendant la décrue, les sédiments les plus fins, par décantation, ont été emprisonnés à l'intérieur du bateau qui a servi de barrière à sédiments. Donc, dans le cadre de l'hypothèse du naufrage, étant donné que ce bateau a fait naufrage avec toute sa cargaison, la vaisselle de bord, et on le verra, le mât également, on peut imaginer qu'un phénomène violent a provoqué le naufrage du bateau, et étant donné que la couche de décrue a permis de sceller la vaisselle de bord, avant, il y a dû avoir une crue, et on pense qu'effectivement, c'est la crue qui a provoqué le naufrage du bateau. Donc, du coup, avec tous les éléments reconstitués, on sait que le bateau redescendait le Rhône. Il était parti de Saint-Gabriel pour redescendre le Rhône en direction d'Arles. Il a fait demi-tour, quand on a retrouvé effectivement la proue face au courant, ce qui est normal. Il s'est amarré au quai. Ensuite, on avait imaginé que la nuit est tombée, je vais vous expliquer pourquoi. À partir de là, le bateau laissé sans surveillance était ancré dans le chenal, était
accosté au niveau du quai. Le Rhône est monté et étant donné qu'il était stabilisé sur une certaine hauteur d'eau, il a résisté un moment et au bout d'un certain temps, le Rhône est rentré à l'intérieur du bateau et a fait basculer par le fond le chaland. Le chaland qui a épousé la pente naturelle du Rhône avec une inclinaison de 30 degrés. Et après 2000 ans, pratiquement l'ensemble du bateau était recouvert. Et nous, en prospection, on avait juste retrouvé 6 mètres de flanc qui dépassaient. Donc voilà à peu près l'hypothèse du naufrage du chaland. Donc avant le renflouage, on connaissait surtout l'arrière du bateau avec une partie de la cargaison de pierre. Ici, on avait mis une voile parce qu'en fait, on ne connaissait pas la forme de l'avant du bateau. On n'en avait aucune idée, on ne savait même pas si ce bateau portait une voile ou pas. Mais c'est une façon de présenter le résultat, le bilan des découvertes, sans trop dire n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on avait placé cette voile et cette orientation. Donc au moment où on nous a demandé de faire le renflouage, on nous a surtout demandé de savoir si le bateau était entier. Donc pour ça, on ne le savait pas, nous on avait fouillé que le tiers arrière, il fallait faire un sondage profond à l'avant. Il fallait estimer la longueur du bateau, on l'avait estimé à 30,50 mètres, on le verra, il faisait 31 mètres. Donc en surface, on a fait un sondage de 6 mètres sur 6. On est parti en pyramide inversée pour arriver le plus profondément possible, parce que tous les sédiments nous retombaient dessus. Et au fond du sondage, après avoir déblayé, on le voit ici, tout un enchevêtrement d'amphores, on est tombé sur l'avant du bateau. Donc un avant extrêmement effilé. C'est même un avant qui nous a étonnés, car dans toute la typologie des chalands, on n'avait pas ce type de configuration. Donc un avant aussi pointu, on le voit ici sur cette reconstitution, nous indique que le courant du fleuve devait être particulièrement important. On ne fait pas un avant aussi effilé si la dynamique du fleuve est forte. Et c'est des données qui ont été croisées avec les géomorphologues qui nous ont confirmé effectivement cette dynamique. Donc à partir de là, une fois qu'on a pu rassurer nos élus que le bateau était entier, on a pu lancer un appel d'offres avec le Conseil général. Donc il y a un appel d'offres qui était à destination des archéologues. Donc ça, c'est l'entreprise Ipso Facto qui a remporté l'offre. Donc c'était dirigé par Mourad El Amouri et Sandra Grec. Et ensuite, c'est la société Ocan. Donc ça, c'est une société spécialisée dans les travaux sous-marins, des scaphandriers, qui, eux, avaient la responsabilité du levage du bateau. Et les fouilles étaient dirigées ici par Sabrina Marlier et moi-même. Ensuite, on avait également un mécène de 2,5 millions d'euros de la Compagnie nationale du Rhône et différents collaborateurs, dont bien évidemment le ministère de la Culture. Donc à partir de là, le projet s'est intégré dans 2013, Marseille, Provence, capitale européenne de la culture. On a un budget qui, à l'heure d'aujourd'hui, était de 10 millions, plus neuf. Donc 10 millions, ça comprend le levage, le traitement du bois, l'agrandissement du musée et la scénographie. Et donc là, on voit là, sur ce qui était au départ le dessin, la représentation, l'agrandissement du musée qui était ici, avec, on le voit à travers les vitres, un morceau du bateau. Mais à ce moment-là, le bateau il était encore dans le Rhône. Donc la technique utilisée pour enflouer ce bateau consistait à découper le bateau en 10 morceaux. Donc on a l'avant effectivement qui était près de la surface, l'arrière, alors que l'avant était sous 2 mètres de fond. Donc l'objectif consistait à enlever les sédiments, les amphores, et à retirer 3 mètres sur 3 les différents tronçons. Et il fallait laisser en permanence les sédiments au-dessus de l'avant du bateau. Parce que si on enlevait tout d'un coup 900 mètres cubes d'amphores, il suffisait qu'il y ait une crue pour que tout disparaisse. Donc il était important pour nous de fonctionner à flux tendu et petit à petit. Pendant qu'une équipe s'occupait du levage ici, une autre commençait à enlever les amphores et à fouiller, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc pour arriver à découper ce bateau et à le renflouer, on creusait des tranchées. On coiffait la section à prélever d'un berceau métallique. Ensuite, on plaçait des planches dessous. Et une fois que ces structures étaient faites, on découpait le bateau. Donc là, on voit une autre représentation avec le berceau. Les éléments d'échafaudage à l'intérieur du bateau pour arriver à le consolider. Et là, vous avez une plateforme qui se positionnait au-dessus de la section à prélever. On le voit ici sur la photo. Le berceau qui était descendu, qui venait coiffer l'épave. Et à partir de là, on remontait la section à l'intérieur de la piscine, à l'intérieur de la plateforme. Une fois que la section était ici, la plateforme se positionnait à l'aplomb de la grue, pour éviter que la flèche ne soit trop étendue. Donc là, on est sur le chantier, avec la plateforme.
On avait différents types d'engins de levage. On va les voir. On travaillait donc scaphandriers et archéologues, c'était deux méthodes différentes. Hein. Ils étaient en pied lourd avec un casque. Ils étaient reliés à la surface avec un narguilé, donc ils pouvaient plonger 3 heures sans aucun problème. Ils avaient une communication, une caméra. Alors que nous, on était plus en plongeur autonome, c'est-à-dire avec des bouteilles, avec une autonomie d'1 heure et demie. On se relayait au fond de l'eau. Et la communication entre scaphandriers et archéologues s'effectuait de manière classique avec une ardoise et un crayon. Donc là, on voit le poste de contrôle. Vous avez ce narguilé donc qui relie le plongeur au poste de secours. Vous avez la caméra. Là, c'est un plongeur qui montre une lampe à huile et on pouvait interagir avec lui en cas de question. Donc, on utilisait des aspirateurs à sédiments. Donc là, c'était des suceuses à air, c'est extrêmement puissant. Et au contact du bois, qui est beaucoup plus fragile, on utilisait des aspirateurs à eau. Donc là, vous avez une coupe stratigraphique. Donc là, c'est en section, vous avez le bateau, vous avez toutes les couches d'amphores qui sont au-dessus. Ça donne une idée de la masse qu'il y avait à prélever. Donc pour prélever ces amphores, on disposait de différents engins de levage. Hein. On avait des engins qui partaient sous l'eau, donc on les mettait dans des caisses, on les protégeait. Et à partir de là, il fallait arriver très vite à s'affranchir tout en fouillant ce matériel. Donc là, on avait des grues qui étaient sur la plateforme, on avait des grues qui étaient sur le quai. Et on avait également des grues sur le quai haut. Donc il fallait aller assez vite, nettoyer, inventorier les objets. Pour les suceuses à air, donc c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, c'était utilisé en priorité par les scaphandriers. Et étant donné qu'ils n'étaient pas archéologues, la méthode consistait à tout récupérer en surface et à filtrer. Donc tous les rejets de la suceuse à air arrivaient dans ce caisson. On le voit ici. Donc à partir de là, on prenait la boîte métallique, on la déversait et on triait. Et vous voyez qu'on avait quand même quelques objets encore qui étaient entiers. Donc là, on voit des lampes à huile, des petites cruches qu'on appelle les amphorisques, des fragments de sigillés moulés, etc. Et également des monnaies. On a pu trouver, grâce à cette technique, 465 monnaies. Donc quand même quelque chose d'extrêmement important. On avait également des bagues en or, des entailles, des bijoux. Donc tout a pu être filtré grâce à cette technique. Donc là aussi, c'était l'occasion, des fois, dans le Rhône, de s'extasier devant certaines découvertes. Ensuite, on a des objets entiers. Là, on voit apparemment, c'était une caisse de parois fines. Donc, ce sont des céramiques qui datent de 50-80 après Jésus-Christ, qui ont été retrouvées encore empilées au fond de l'eau. Donc là, on suppose que c'est une caisse qui a dû basculer. Et là, on peut voir donc un Jupiter barbu à gauche, hein, ici. Ensuite, on a trouvé beaucoup d'objets en bronze. On a toute une série de cruches en bronze. On en a 7 strictement identiques, avec à chaque fois le médaillon d'attache qui change. Donc là, pour expliquer ça, est-ce que c'est une crue qui a arraché un matériel qui était stocké sur les quais? C'est difficile à expliquer. Là, on voit un détail du médaillon d'attache de l'une de ces cruches, après restauration. Là, c'était aussi une pièce exceptionnelle. C'était une amphore en bronze, avec ici un médaillon d'attache où on voit un félin dont les yeux sont en argent. Donc une pièce, vraiment, on n'a que des équivalents à Pompéi sur des pièces pareilles. Donc voilà la quantité aussi de matière. On a du cuir, du bois, donc tout doit sécher, être lavé, être trié, être conditionné. Donc c'est toute une logistique importante, avec à chaque fois les numéros des couches qu'on donnait en fonction de la zone, de la profondeur. Donc c'était une grosse logistique qui a été déployée. Vous voyez juste un détail de l'un des tiroirs où on a plusieurs lampes à huile qui sont en train de sécher. Donc les amphores, évidemment, il y en avait beaucoup. Donc là, c'est 2 heures de travail où on a ces amphores qui commencent à s'empiler dans le hangar, avec beaucoup d'inscriptions peintes, on y reviendra. Et tous les jours, on avait le camion du musée qui venait rapatrier les amphores pour les mettre, les inventorier, les mettre au musée. Donc là, vous avez la zone de stockage au musée. Vous voyez un petit peu l'ampleur du volume et les problèmes du coup que nous on a pour arriver à conserver, à stocker ces milliers d'amphores. Et là, vous avez aussi des chariots de caisses de céramique. Enfin, c'était quand même assez impressionnant. Ensuite, tout était inventorié. On inventoriait ça dans un outil informatique avec les photos, ce qui permet d'avoir des bases de données, de rechercher les objets de manière assez rapide. Ensuite, c'était conditionné. On protégeait les objets de l'oxygène. Donc, pour certains plus fragiles, on les mettait dans des poches avec de l'eau.
On mettait aussi des inscriptions peintes placées sur les amphores ou sur des céramiques qui précisent la nature des produits transportés. On les mettait à l'abri de la lumière de façon provisoire avant de les intégrer dans d'autres réserves. Et donc là, on retourne sur le chantier avec la plateforme et on va voir comment se déroulait un levage. Donc vous avez la plateforme avec le berceau qui va venir donc se positionner à l'intérieur de la piscine. À partir de là, le berceau va coiffer l'épave. Donc là, on a les scaphandriers qui commencent à resserrer les boulons, à tout assurer, à protéger chaque morceau de bois d'une petite mousse pour éviter en fait que lorsqu'on procède au levage, les contraintes s'appuient sur le bois. Parce que le bois en apparence, il est bien conservé, mais si on met le doigt dessus, le doigt s'enfonce. Donc c'est vraiment extrêmement fragile. Donc tout était resserré et à partir de là, le scaphandrier, une fois qu'il avait contrôlé l'ensemble de la section, il enclenchait le découpage. Donc il fallait à peu près 2h30 pour découper 3 mètres de bateau. Et on le faisait avec une scie égoïne. C'était le plus pratique. Même s'il existe des tronçonneuses hydrauliques, il y aurait eu trop de pertes de matière. Donc là, au moins, c'était quand même un découpage assez fin. Et à partir de là, la section intégrait l'intérieur de la piscine. Vous voyez ici tout le système d'échafaudage placé à l'intérieur de la section pour éviter que le bois ne plie. Et la section arrive et vous avez la grue ici qui attend que la plateforme vienne à l'aplomb. Donc à partir de là, on pouvait enclencher le levage de la section. Donc ça, c'était à chaque fois des moments un peu particuliers. On était aidé par la gendarmerie qui arrêtait en fait les bateaux, les péniches, parce que ça faisait des vagues. Il fallait attendre qu'il n'y ait pas de vent. Donc sur Orle, des fois, c'était un peu compliqué. Et à partir de là, la section arrivait sur le quai. Voilà. Donc là, à partir de là, il y avait tout un travail ensuite de désassemblage de la structure, de nettoyage. On va le voir. Donc il fallait effectivement enlever tous les sédiments, nettoyer. On avait mis des rails, des IPN pour survoler l'épave et pour éviter de toucher le bateau. Et l'objectif consistait aussi à tout démonter. Donc là, vous êtes dans le caisson où reposaient les pierres. C'est pour ça que le bois est assez abîmé. Une fois qu'on avait tout étiqueté, numéroté, on enlevait toutes les planches et là, on avait la structure primaire du bateau avec les membrures transversales et le flanc plat et ici les flancs monoxyles. Ensuite, vous voyez à peu près le nombre d'étiquettes qu'il faut pour un morceau de bois. On enregistrait aussi les traces d'utilisation du bois. Et ici, on avait un appareil qui était extrêmement pratique. On appelle ça le C-Track. Ça, c'était un appareil qui appartenait à Ipso Facto. C'était une sorte de pistolet qui permettait de pointer le bateau et d'enregistrer les points sur l'ordinateur. Donc pour nous, c'était hyper pratique parce qu'on arrivait à faire un dessin à l'échelle 1 extrêmement rapide du bateau. Et la rapidité, c'est ce qui nous a maintenu pendant 7 mois. Parce que quand on a commencé à faire ce chantier, il fallait 7 mois d'affilée où on puisse plonger. Donc il fallait aller très vite parce qu'il suffisait qu'il y ait une crue pour que la mission soit arrêtée. Donc du coup, après avoir prélevé une section, il fallait vite qu'elle soit évacuée, qu'elle soit traitée, qu'elle soit dessinée. Et grâce à cet instrument, on a pu obtenir ce type de relevé. Donc vous avez toutes les sections qui étaient recollées, donc c'est une vision, une remise en connexion de tous les éléments, où on avait enregistré tous les clous, tous les éléments, et ça c'était important pour ensuite estimer les capacités nautiques du bateau. Donc ça c'est des données qu'on pouvait avoir qu'à ce moment-là. Et on pouvait également habiller le bateau. On pouvait, une fois qu'on avait la forme complète du bateau, le donner à l'architecte qui était en charge de l'agrandissement du musée. Il fallait également donner ces données pour le soclage, en charge de recevoir le bateau. Donc c'était des données qu'il fallait recueillir assez vite. Et on avait aussi des données un peu étonnantes. Ici, vous avez tous les clous du bateau. Donc il suffisait d'enregistrer avec le C-Track la tête de clou, d'avoir la longueur du clou, et là ça nous donnait vraiment au niveau de l'assemblage, de la construction navale du bateau, des tas de renseignements, également sur le poids, sur la quantité de fer utilisée sur le bateau avec toutes les orientations des clous. Ensuite, toute la nuit, il fallait arroser le bateau, évidemment, parce que le bois est gorgé d'eau. Dès le moment où l'eau s'évapore, le bois s'effondre sur lui-même et part en poussière. Donc du coup, le soir, on avait des rampes d'arrosage qui arrosaient systématiquement le bois du bateau. Une fois que le dessin était fait, on enlevait les flancs, on découpait le fond en deux, on conditionnait, on chargeait dans le camion,
pour Grenoble. Donc Grenoble, c'est un centre qui s'appelle Arc Nucléaire, qui est en charge de la restauration des bois gorgés d'eau. Donc les bois étaient immergés dans des grandes bassines, et l'objectif, c'était de chasser l'eau. Donc on l'imprégnait d'un produit qu'on appelle le polyéthylène glycol, qui est une résine. Donc ça prenait des mois et des mois. Et à la fin, après plusieurs mois, le bois était lyophilisé, c'est-à-dire qu'on chassait la moindre parcelle d'eau. Donc, concernant les quelques découvertes liées à l'épave au moment du renflouage du bateau, on a retrouvé des cordages qui étaient encore en place sur le bateau. On a retrouvé également des perches. On voit ici une perche qui était sur le bateau. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouve assez régulièrement quand même dans le dépotoir du Rhône. Ce qui était plus étonnant, c'est de retrouver le banc de mât en élévation. Vous le voyez ici avec un croquis. Et ici, vous le voyez donc sur le prélèvement. Donc c'était le banc de mât. Vous avez un trou ici avec le mât qui devait être positionné ici. Donc ça, c'est extrêmement rare car la plupart du temps, on n'a aucune des élévations qui sont conservées sur les bateaux antiques. Donc le banc de mât, on a eu la chance de le retrouver, car comme le bateau descendait le Rhône, il n'en avait pas besoin, il a fait un demi-tour, on l'a vu, pour s'amarrer prou face au courant. Et sous la cargaison de pierre, on a eu la chance de retrouver le mât. Donc c'était un mât qui était destiné seulement au halage, c'est-à-dire qu'il y avait une corde qui était placée à l'avant. On voit ici en haut du mât des traces d'évidement dues justement à la force de frottement de la corde en charge de haler, de remonter le bateau. Et je vous ai indiqué tout à l'heure que le fond du bateau était en chêne, donc c'est un bois qui est solide, étant donné que le bateau devait des fois percuter le fond du Rhône. On avait des flancs en résine, donc c'est un bois très peu dense qui a assuré la flottaison. Et pour ce mât, ils ont choisi du frêne, qui est justement un bois élastique, donc qui se prêtait vraiment bien pour tracter, pour tirer dessus. Donc à chaque fois, il y a un choix des essences de bois adaptées à la fonction. Donc le halage, on le voit ici sur ce bas-relief qui est assez connu, où on a des hommes qui halent, qui tractent le bateau lors de la remonte du fleuve. Et c'est le cas de notre bateau. On a également retrouvé de nombreuses marques de charpentiers sur le bateau. Donc ça, c'est des données assez intéressantes qu'on arrive à trouver rarement quand même dans le cadre d'une fouille sous-marine. Et on a été particulièrement contents car le plus souvent, sur les bateaux antiques, on trouve des monnaies votives. Ce sont des monnaies qui sont censées porter chance au bateau. Et le plus souvent, dans l'Antiquité, ils le mettent dans l'emplanture du mât. Ils le mettent dans l'emplanture du mât parce qu'après, ils mettent le mât, on ne peut plus la récupérer. Et quand nous, on fouille, en mettant la main à l'intérieur de l'emplanture, on trouve des monnaies. Or là, quand on a retrouvé le bateau, on a bien mis la main à l'intérieur, mais il n'y avait absolument rien. En revanche, quand on a démonté le bateau et qu'on l'a fouillé, on a retrouvé la monnaie votive qui était à l'intérieur du bois, entre deux planches. C'était vraiment un geste volontaire. La pièce ne pouvait pas être tombée par hasard à cet endroit. Donc en plus, c'est une pièce qui date de 123 avant Jésus-Christ, alors que le bateau date de 50-65 après Jésus-Christ, ce qui montre bien qu'une pièce en argent avait toujours de la valeur, donc ça c'est plutôt assez logique. Et si cette monnaie ne s'est pas retrouvée dans l'emplanture du mât, c'est parce qu'on n'avait pas un mât qui était destiné à porter une voile, mais un mât de halage. Autrement dit, un mât qu'on levait, qu'on remettait, qu'on levait, qu'on remettait. Donc il était inutile de mettre une monnaie précieuse dans un endroit où n'importe qui aurait pu la prendre. Donc là, on voit un gros plan de cette monnaie. Donc là, c'est le dernier tronçon qui a été prélevé, donc ça signalait la fin de la mission. Donc pour nous, c'était quand même assez important, parce qu'on était arrivé déjà à terme de la mission, alors qu'il y avait très très peu de chances d'y arriver. Pour vous situer un petit peu, quand on nous a demandé de renflouer le bateau, il nous fallait 6 mois pour travailler sous l'eau, et on a dit aux élus qu'a priori ce n'était pas possible, parce que la dernière fois où on aurait pu travailler 6 mois d'affilée, c'était il y a 100 ans. On avait regardé les débits du Rhône, et il y a 100 ans, on aurait pu y arriver. Donc, on s'est quand même lancé dans cette mission en se disant il y a très peu de chances d'y arriver. Les jours ont passé, les mois ont passé, le temps s'y prêtait, et à la fin, on a pu sortir effectivement le dernier tronçon. Et 2 heures après la sortie de ce tronçon, on a une crue qui a duré 8 mois. Donc, comme quoi, on a eu vraiment beaucoup de chance. Donc, dès le moment où le renflouage a été fini, l'inauguration du musée, l'agrandissement du musée a commencé. Donc là, on voit Jean-Noël Guérini, l'ancien président du Conseil général, en train de poser la première pierre de l'extension. Donc l'extension qui devait prendre naissance ici, donc qui était à la base en plein air. Donc là, on voit quelques mois plus tard l'extension en cours de travaux.
Et pendant ce temps, les bois sortent du lyophilisateur. Donc le lyophilisateur, ça permettait de passer le bois de moins 50 degrés, donc l'eau qui restait gelée, et ensuite était sublimée, donc partait en gaz. Donc ça, c'était une phase qui permettait vraiment de chasser la moindre parcelle d'eau. Donc là, on voit la taille du lyophilisateur. Donc il faut imaginer que ce bateau de 31 mètres de long pour 3 mètres de large a été complètement démonté, que chaque morceau est passé à l'intérieur de ce lyophilisateur. Donc les clous, j'y reviens parce que ça posait un gros problème de conservation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, voilà, là on voit un exemple de dégradation du clou. En fait, on a des rejets d'oxyde de sulfure qui vont grignoter le bois. Et ça, on le sait à cause du Vasa. Je ne sais pas si vous connaissez le Vasa, c'est un bateau qui date du XVIIe siècle, qui avait été inauguré en grande pompe en présence du roi de Suède. Et au moment de l'inauguration, le bateau a fait directement naufrage. Il y avait un problème de poids, donc ça ne devait pas être un vernissage plutôt sympathique. Mais ce bateau a été renfloué au milieu du XXe siècle. Il a été traité par du polyéthylène glycol, c'est-à-dire la même façon que Arleron 3, et on s'aperçoit aujourd'hui que tous les éléments ferreux redégagent des sulfures de fer et bouffent le bois. Donc il y a des gros soucis de conservation, et pour arriver à conserver ce bateau, il faudrait presque le mettre à 90% d'humidité. Donc c'est un problème. Et nous, la seule solution qu'on a trouvée, c'est d'enlever les 1700 clous les uns après les autres. Donc il a fallu tout lever, forer et mouler des têtes de clous pour les remplacer. Donc c'est un travail qui a été fait par l'entreprise Acoros, qui est une entreprise arlésienne qui est spécialisée dans la corrosion des métaux. Donc le musée continue en parallèle à s'agrandir. On voit ici donc les deux sections qui sont reliées avec les collections permanentes et l'extension. Vous avez la poutre qui a été enlevée. Et le soclage également est terminé, grâce notamment à la reconstitution axonométrique du profil du bateau. Donc déjà, on voit la taille que peut avoir ce bateau par ce socle. Et petit à petit, les morceaux de bois sortent du lyophilisateur et sont assemblés. Donc ça, c'est arc nucléaire, avec à chaque fois des traitements, des points de colle qui sont appliqués. Et on avait également un charpentier qui a pu reconstituer l'une des parties du bateau qui avait été prélevée. Donc là, on voit la seule section qui a été reconstituée ici. Donc l'agrandissement est fini. La solution, c'était de présenter le bateau dans une fosse, c'est-à-dire comme s'il était à quai. Donc c'était intéressant pour nous de le présenter juste avant son naufrage. Et à partir de là, le socle a été installé dans la fosse. Et petit à petit, à nouveau, les gestes avaient déjà été pratiqués. Donc ça posait aucun problème. Tous les morceaux du bateau ont été assemblés avec le dolium, la vaisselle de bord qui a été aussi redisposée à l'endroit où on l'avait trouvé, les flancs qui ont été positionnés. Et donc là, on voit les derniers points de colle, de prélèvement qui sont appliqués en suspension au-dessus du bateau par Ethel, qui est conservatrice restauratrice. Là, vous avez les moulages de tête de clou avec au départ des éléments en bois neutres. Et là, la vaisselle de bord qui est remise en place sur le bateau. Donc tout ça a permis de reconstituer le bateau et on a pu inaugurer en temps et en heure. Donc là, c'est la cargaison, ça c'est des facsimilés de pierres, parce que les vraies pierres étaient trop lourdes. Donc on a replacé des pierres, on a replacé le gouvernail également à l'arrière du bateau. Et là, voilà une photo de nuit avec des éclairages comme si ce bateau flottait, était à quai avant de faire son naufrage. Et en octobre 2013, on a pu inaugurer le chaland et l'agrandissement du musée. Donc ça concerne un petit peu cette grande aventure qu'a constitué la fouille et le renflouage du bateau. Et moi, aujourd'hui, je suis plus dans le travail de post-fouille, parce que sur ces 900 mètres cubes d'amphores et de céramique qui recouvraient le bateau, on a des tas de problématiques intéressantes. Et je vais développer assez vite. Alors ça va être peut-être un peu compliqué parce qu'il y a un petit peu de latin, mais je vais l'expliquer très simplement. Il n'y a que 2 lignes. Je vais vous expliquer des problématiques liées au vin. Et on va voir que ces problématiques rejoignent des procédés qu'on fait encore aujourd'hui. Donc, problématique autour du vin, ça concerne cet objet. Donc c'est un objet qui est quand même assez petit. Il fait à peu près cette taille, 12 cm, c'est vraiment très petit. En revanche, on a pu voir, dès qu'on l'a sorti de l'eau, des lettres, mais c'était illisible. Donc à partir de là, on a fait un infrarouge, et là, les lettres vraiment sont apparues de manière extrêmement précise. On avait, je vous le lis, je vais vous le traduire petit à petit, Albe, Valérie Proculi, Dol,
140 Sexagenaria. Donc albe, ça veut dire blanc. Donc un albinos, donc c'est vraiment une racine, ça veut dire blanc. On ne savait pas encore ce que ça voulait dire au départ. Valérie Proculi, c'est un nom et un surnom. Bon, le problème, c'est que des Valérius, il y en a des milliers, des centaines de milliers. C'est comme Durand ou Dupont, donc c'était impossible au départ de rechercher le personnage. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a Valérie Proculi au génitif, c'est-à-dire qu'il y a une fonction d'appropriation de Albe. Donc Albe, on ne sait pas ce que c'est, mais Albe appartient à un certain Valerius Proculus. Alors pour Albe, au début, qui veut dire blanc, on a pensé à des olives blanches. Pourquoi? Parce qu'on a des amphores avec marqué Oliva alba. Donc on s'est dit peut-être que Albe, ça désigne des olives blanches. Bon, cette hypothèse a été rejetée parce que les olives, on pouvait peut-être les mettre à l'intérieur, mais on ne pouvait certainement pas les récupérer. L'embouchure était vraiment trop étroite, donc c'est une hypothèse qu'on a envisagée, qu'on a éliminée. Ensuite, on a pensé à du vin blanc. Alors effectivement, on a retrouvé à Rome cette inscription où il y avait marqué Album et Bainterens. Ça veut dire vin blanc de Béziers. Donc aussi, c'est peut-être le cas. Le problème, c'est que le début de Albe a une calligraphie vraiment très soignée. Autrement dit, ça signale le début de la phrase. Il ne devait pas y avoir de substantif devant, donc ça ne pouvait pas être le cas. Albe devait vouloir dire quelque chose à part entière, et il appartenait à Valerius Proculus. Donc la dernière solution qu'on a envisagée, c'est l'albanum. Alors l'albanum, pour nous, c'était vraiment intéressant parce que c'est un grand cru italien. On a des auteurs latins, des agronomes, qui ont fait des listes de grands crus. Il y a des vins secondaires, il y a de la piquette. Mais dans les très grands crus, on a l'albanum, qui est désigné par Columel et Pine comme l'un des très grands vins qui se situe en Italie. Donc pour nous, c'était au départ intéressant et ça voulait dire que Valerius Proculus était propriétaire de l'albanum. Ensuite, le problème concernait la deuxième ligne. Dol, ce sont des dolias ou un dolium, c'est-à-dire les énormes jarres, à peu près de cette capacité, c'est-à-dire des jarres qui peuvent atteindre des fois 1000, 1500, 2000 litres. Donc dol, ça veut dire ça. 140, un chiffre, bon, ok. Et sexagenaria, quand on a regardé sur le dictionnaire, on avait un rapport avec 60. Mais un rapport avec 60 de quoi? Donc ça, c'était impossible à définir. Dolia, 140 et un rapport avec 60. Donc la solution, on l'a trouvé grâce à un texte de Caton où il parlait de dolium quinquagénarium et dolium quadragénarium, c'est-à-dire des dolias de capacité de 50 et 40 urnes. Donc quadragénarium, quinquagénarium, sexagénaria au pluriel. Donc ici, on avait 140 dolias au pluriel de 60 urnes. 140 dolias de 60 urnes, ça fait 1100 hectolitres. Je rappelle que la cruche était grande comme ça. Donc a priori, il s'agissait d'un échantillon. 1100 hectolitres, ça peut faire un domaine de 40 à 50 hectares. Donc là, l'hypothèse, c'était que Valerius Proculus était propriétaire d'un chai de 140 dolias, produisant 1100 hectolitres et produisant surtout un grand cru, tel que l'albanum. Donc là, on était arrivé au bout de la lecture et il fallait essayer de voir si on pouvait aller plus loin. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Valerius Proculus, il devait y en avoir beaucoup. Surtout les Valéries. Donc là, en l'occurrence, on avait 3 informations. On cherchait, on avait une datation déjà, puisque le dépotoir date entre 50 et 140 après Jésus-Christ. On cherchait un statut social assez important, parce que c'était un grand propriétaire foncier d'Italie. Et surtout, on le cherchait dans une zone géographique extrêmement précise, celle des Monts Albins, où on produit l'albanum. Donc à partir de là, ça valait le coup de rechercher dans les différents corpus d'inscriptions latines un personnage qui s'appellerait Valerius Proculus. Et on en a trouvé un, ici, sur une base funéraire qui était dédiée à un chevalier C. Valerius par un certain Proculus, au meilleur des frères. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, il a fini sa carrière en 143 comme préfet d'Égypte. Donc 143, ça veut dire qu'il a pu exercer au début du deuxième. Donc dans notre chronologie, c'est parfait. Il finit comme préfet d'Égypte, donc c'est un personnage extrêmement important. Et ce qu'il y a d'encore mieux pour nous, c'est que la stèle a été retrouvée au pied des Monts Albins. Donc là, on a remonté tout le cursus de cette cruche, qui était vraisemblablement un échantillon d'un grand cru italien qui appartenait à C. Valerius Proculus, et on a même une idée de sa carrière. Donc le problème, c'est un échantillon, pourquoi faire? Donc c'est vrai que
à partir de là, désolé, la photo est un peu trouble, mais je vais la décrire. Je me suis renseigné pour savoir aujourd'hui, dans la vente du vin, si on utilisait des échantillons. Et un ami œnologue qui travaille dans le vin m'a dit qu'il y avait deux types de commerce. Il y a le commerce qui intéresse le producteur, professionnel producteur, au particulier, c'est le commerce de la bouteille. Et on a le commerce du vrac. Le commerce du vrac, ça intéresse le professionnel producteur au professionnel négociant. Et là, ça met en jeu des grandes quantités de vin. Et à partir de là, le producteur envoie au négociant un échantillon. Le négociant goûte le vin, fait sa commande, et quand le vin arrive, il vérifie que le vin goûté est le vin qui est bien arrivé. Donc il goûte et il fait effectivement des analyses chimiques. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il m'a passé un échantillon, qu'on voit ici à gauche, avec l'étiquette. Et sur l'étiquette, on voit les vignerons créateurs avec l'adresse. Donc autrement dit, on a notre Valerius Proculus, un équivalent. On a l'IGP qui est l'indice géographique protégé. Donc ici, c'est notre albanum, le cépage qui définit l'aimant albin. Et dessous, on a marqué 650 hectolitres. Et là, on a 1100 hectolitres. Donc là, on a vraiment un parallèle qui est explicite et qui permet de supposer que dans l'Antiquité, ils fonctionnaient exactement de la même façon. On avait des gros négociants, on envoyait des échantillons, ils goûtaient le vin, ils enclenchaient la commande, le vin arrivait et à ce moment-là, ils ne faisaient pas des analyses chimiques, mais ils goûtaient. Et on sait que dans l'Antiquité, il n'y avait pas de vente sans dégustation. Donc le problème de toute cette théorie, qui suppose une exportation extrêmement importante de vins italiens, c'est qu'on n'a pas d'amphores qui viennent d'Italie. On n'en a pas. On a dans le Rhône, au-dessus d'Arles-Rhône 3, on a 3000 amphores qui ont été identifiés. Pour le vin, on a surtout des amphores gauloises, et les amphores d'Italie sont ridicules. Donc dans quoi, si cette hypothèse est vraie, dans quoi était exporté le vin? Donc ça posait quand même un petit problème. 2 siècles avant, on avait effectivement 100% des exportations vinaires qui venaient d'Italie. Petit à petit, ça a chuté parce que les vignes gauloises se sont développées. On avait des amphores gauloises qui ont commencé à apparaître de partout. Et du coup, le monopole italien s'est effacé au profit des vignes gauloises. Donc là, ça posait un problème. La seule solution qui a pu être évoquée, c'est l'apparition du tonneau. Alors le tonneau, c'est vraiment un peu le conteneur fantôme, parce qu'on ne peut jamais retrouver un tonneau enfoui sous-marine. Le problème, c'est qu'en mer, les tonneaux sont bouffés par les vers xylophages. Donc ce sont des vers qui vont bouffer le bois. Et si aujourd'hui on connaît 1 millier d'épaves antiques dans la mer, on connaît surtout le fond du bateau, parce qu'il a été protégé par les amphores. Si une épave chargée de tonneaux coule, les tonneaux sont bouffés par les vers, et une fois qu'ils ont bouffé les tonneaux, ils bouffent les épaves, il ne reste plus rien. Donc le tonneau, c'est extrêmement compliqué d'arriver à l'identifier, et même dans les textes antiques, s'ils en parlent, le problème, c'est que le mot tonneau, c'est coupa, et coupa, ça désigne 2 choses. Un tonneau et également une cuve en bois. Donc c'est difficile d'arriver à trancher entre les deux. Donc on a vraiment un problème pour situer le tonneau. Les 300 tonneaux qui ont été identifiés se localise pratiquement uniquement sur le limès germanique, sur le Rhin, sur le Danube et également en Bretagne, parce que ces tonneaux ont été recyclés par l'armée romaine comme cuvelage dans des puits. À l'exception de ce recyclage vraiment particulier, dans des couches humides qui ont permis de conserver le tonneau, on n'en a jamais la trace. Donc c'est extrêmement compliqué pour nous de l'identifier. Et du coup, grâce à cette découverte, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'on a pu démontrer vraisemblablement l'exportation de vins italiens dans des tonneaux. Donc la deuxième, donc, oui, on connaît aussi des bas-reliefs. Là, c'est un bas-relief qui a été retrouvé à Rome, où on voit un tonneau avec un bateau, mais on ne peut pas savoir si c'est un tonneau qui contient du vin d'Italie. Voilà, c'est un peu le problème de l'iconographie. Donc la dernière découverte, là, c'est vraiment très court, et ça a un petit lien avec ce que je viens de vous montrer. C'est la découverte d'un objet complètement singulier, en céramique. Donc là, ça fait 4 cm à peu près, donc c'est vraiment très petit. Donc c'est un objet tourné en céramique, vous avez des petits trous, comme une salière. Sur celui-là, on voit un tube, vous voyez, comme un tube de pipe qui part ici. Et on n'avait aucune idée de la fonction de cet objet. Je voulais présenter, je l'ai mis où? Voilà, ça c'est l'objet que vous voyez ici, qui est représenté à l'échelle 1, donc très petit, avec des petits trous et un départ de tube. Donc ça, on l'avait mis dans les réserves, en attente, et on n'arrivait même pas à donner un nom à cet objet. Ensuite, on a eu de la chance, parce que sur une épave, les Lardier 4, près de Fréjus, on a retrouvé 2 objets complètement identiques, mais mieux conservés. Vous voyez, on a encore les petits trous, on a un petit volume, et on a un tube qui part.
Donc là, on a pu comprendre qu'il s'agissait d'une pipette. Donc, une pipette, à quoi ça sert? Ça sert à prélever un liquide, mais vous voyez que la quantité de liquide est vraiment très faible. Mais ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'on a trouvé ces objets sur une épave, sur un bateau de commerce, et dans un contexte portuaire. Autrement dit, cet instrument a un rapport avec le commerce, mais lequel? Il sert à prélever un liquide, une toute petite quantité de liquide. Mais à partir de quel conteneur a-t-on besoin d'utiliser ce type d'instrument? Donc, d'un point de vue fonctionnel, je vais vous faire une petite démonstration. Si on utilise une pipette, c'est pour une simple et bonne raison. C'est que, normalement, on doit prélever un liquide dans une zone extrêmement étroite. Sur un dolium, aucun intérêt. Sur une amphore, aucun intérêt. Donc l'ouverture du prélèvement doit être extrêmement réduite. Donc je vous fais une démonstration, puisque ça c'est un objet qu'on a fait grâce à une imprimante 3D. Donc il devait plonger au sein d'une ouverture très étroite qui devait correspondre au diamètre max de la pipette, l'objet. On prélève le liquide et ensuite on lâche le doigt et ça coule. Donc c'est une pipette qui devait être utilisée vraiment sur un bateau, à des raisons commerciales, un liquide. Et quel est cet objet? Donc moi, évidemment, j'ai pensé au tonneau, à nouveau. Et il se trouve que la bonde des tonneaux, c'est-à-dire le bouchon qu'on voit ici, fait entre 5 et 6 cm de diamètre, et le diamètre max des pipettes fait 4,7, 4,9. Donc a priori, cet objet pourrait nous renseigner une nouvelle fois, de manière indirecte, sur la présence des tonneaux dans le Rhône. À partir de là, on a fait une recherche iconographique. On a trouvé un premier bas-relief qui permet d'associer la pipette et le tonneau. Donc là, on voit le tonneau ici et quelqu'un qui est en train de siphonner au niveau de la bonde le tonneau à l'aide vraisemblablement d'une pipette. Mais le bas-relief qui est le plus intéressant pour moi, c'est celui-là, c'est le bas-relief d'Ancône. On voit ici une vente de vin avec les tonneaux, la bourse. Il est en train d'acheter les tonneaux. Il est en train de lui faire goûter le vin. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est surtout ce qui tient ici dans la main. Un tube avec une sphère, donc autrement dit, une pipette qui a permis de sortir le vin et de le mettre dans la coupe, de le faire goûter. Donc pour nous, c'est extrêmement intéressant car ça confirme la présence du tonneau dans le Rhône. Ça confirme également peut-être que la petite cruche qu'on trouve est effectivement une cruche chargée du transport en vrac. Et le fait d'avoir une petite cruche représentée sur ce bas-relief, peut-être pourrait être le lien avec notre cruche qui présente un échantillon de grand vin arrivé en tonneau. Voilà, je vous remercie. Ça, c'est une partie de l'équipe qui a travaillé sur l'opération de levage. Et je voulais vous montrer une dernière photo, parce que je vous ai dit qu'à 1 heure près, on avait pu renflouer le bateau. Donc là, vous avez la vision du Rhône, boueux, qui a considérablement monté. Le quai-bas n'est plus accessible. Et ça, c'était 1 heure après la dernière plongée, qui a permis d'enlever le dernier corps mort de la dernière bouée de balisage. Et vous avez ici la combinaison qui est en train de sécher. Donc vous voyez que ça s'est joué à 1 heure près, ce chantier sur 6 mois. Donc on a vraiment eu beaucoup de chance. Donc si vous avez des questions sur le commerce ou sur... Oui. Alors c'est un bateau donc, qui était chargé effectivement de 27 tonnes de pierre. On suppose qu'il y avait 3 personnes. Par rapport au nombre d'assiettes, au nombre d'éléments en céramique qui ont été trouvés à l'intérieur du bateau, on suppose qu'on avait le barreur, celui qui pilotait le bateau. On avait un responsable de la cargaison et on avait à l'avant du bateau un crieur, on appelle ça, c'est-à-dire quelqu'un qui crie le paysage, qui crie par exemple s'il y a un morceau de bois qui flotte pour qu'on puisse l'éviter. Donc 3 personnes. Oui. Ah, bonne question, les cercles. Alors le cerclage des tonneaux antiques était en bois, n'était pas en fer. Donc du coup, on n'a aucune chance d'arriver à les retrouver. Mais c'est une bonne question. Oui. Non, c'est-à-dire qu'on a la date de la dernière cerne du bois. Donc on sait que la date d'abattage était de 49 après Jésus-Christ. Après, le bois pouvait être plus vieux.
C'est en fonction des saisons qu'on arrive à faire ça. C'est-à-dire qu'on a des cernes épaisses, des cernes plus fines qui définissent l'hiver, l'été. Donc ça fait un système de code-barres, comme un code-barre actuel. Et à partir de là, en fonction de tous ces codes-barres mis les uns à côté des autres, on se base des fois sur des arbres qui ont 2000 ans de vie, on arrive à vraiment à faire des très bonnes corrélations et on arrive à dater la dernière date d'abattage des bois. Après, c'est des bois qui peuvent être beaucoup plus vieux, hein, ça pose pas de soucis. Il était remonté jusqu'à Lyon. Il pouvait être remonté jusqu'à Lyon. Après, il y avait des zones de rupture de charge et on avait tout un cheminement des amphores qui partait donc, qui arrivait au Sainte-Marie de la Mer, à l'embouchure, qui remontait le Rhône jusqu'à Lyon. Et ensuite, ça remontait jusqu'à la Saône, le Rhin, et on arrivait même jusqu'en Grande-Bretagne. Donc, grâce aux amphores qu'on retrouve, on arrive vraiment à avoir l'axe de pénétration des produits issus du commerce. Ce type de bateau, lui, il avait vraiment une navigation jusqu'à Lyon. Après, on a d'autres dynamiques, d'autres architectures de bateaux qui s'adaptent mieux à l'espace de navigation de la Saône et du Rhin. Oui. Ah, c'est sûr que ça ne devait pas être simple. Y a pas de. Il faudrait faire de l'archéologie expérimentale. Il faudrait refaire ce type de bateau. Après, on a vu des reportages, des documentaires dans des zones en Amazonie où ils utilisaient effectivement un radeau avec une pelle gouverne qui ressemblait à celle-là. Et avec pratiquement rien, ils arrivaient à le piloter. Hein. Et en général, pour accoster, ils mettaient un grand coup de gouvernail, le bateau pivotait, ils se jetaient sur le bord, ils attachaient comme ils pouvaient, et puis ça fonctionnait. Oui. Alors, dans l'Antiquité, pour l'instant, je vous dirais oui, parce qu'on n'a aucun témoignage, on va dire, des auteurs antiques, on n'a aucun témoignage iconographique où on peut voir des animaux. Après, pour la période médiévale, ils utilisaient effectivement des chevaux, mais pour la période antique, peut-être qu'ils le faisaient, mais on n'en a aucune preuve. Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais c'est vrai que à l'embouchure du Rhône, à Fos, il devait y avoir une logistique absolument énorme, parce qu'il faut déjà des chemins de halage, il faut les aménager, il faut que ce soit libre, il faut enlever la végétation. Donc c'est toute une logistique, mais c'était important. On devait alimenter toutes les vignes de la moyenne, la haute vallée du Rhône. Il y avait toutes les troupes romaines qui stationnaient sur le Rhin qu'il fallait alimenter. Donc ça générait effectivement une logistique extrêmement importante. Oui. J'ai pas entendu. Le bateau. Alors, pour l'instant, on suppose que c'est autour d'Arles, en fait, dans la basse vallée du Rhône, parce qu'on a retrouvé dans les tissus du pollen d'olivier. Et dans l'Antiquité, l'olivier ne dépassait pas Avignon. Donc, si c'est retrouvé à l'intérieur du tissu en charge du lutage, de l'étanchéité du bateau, c'est que ça a été fait au moment de sa construction et que donc, du coup, on a une zone, on va dire, qui se situe en basse vallée du Rhône. Après, on ne peut pas aller trop loin. Ah non, ça c'est non, ça c'est difficile. On peut l'estimer par rapport au nombre d'amphores. Hein. Je pense qu'il devait y avoir, si on compare par rapport à Rome, au moins 700 bateaux par an qui remontaient le Rhône. Mais bon, c'est des calculs, c'est hyper critiquable. Hein. Alors, il y a trois produits essentiellement au niveau des produits alimentaires. C'est l'huile, le poisson et le vin. Après, on a retrouvé des amphores avec marqué des coins, Mélacotonia, c'est-à-dire des coins, des fruits. On a différents types de recettes, mais les trois principaux produits, c'était ça. Hein. Après, il y a les pierres de construction, il y a des épaves chargées de marbre. On a à l'embouchure du Rhône des épaves chargées de fer, de bronze, de cuivre. Voilà, on a beaucoup de matériaux aussi qui ont été transportés. Oui.
Alors, il y a plusieurs hypothèses. Premièrement, il y a tous les rejets de la consommation de la ville, puisqu'on a beaucoup de céramique produite localement avec des traces d'usure qui sont cassées, qui sont jetées dans le Rhône. Ensuite, on a beaucoup de vases marchandises qui ont été ébréchés pendant le transport et qui, une fois arrivés à destination, ils trient et tout ce qui est jeté, et tout ce qui est cassé est jeté. Et ça, on arrive vraiment à le déterminer des fois parce qu'on n'a pas de traces d'usure sur des éléments neufs et qu'on retrouve vraiment dans le même carré de fouilles. Une fois, on a retrouvé 4 bols de sigillés issus du même décorateur, même diamètre, aucune trace d'usure et dans le même carré de fouilles. Et là, on a vraiment l'image de ces bols qui devaient être empilés, qui ont été ébréchés, et une fois arrivés sur Arles, ils ont été jetés, et 2000 ans plus tard, ils se retrouvent encore en place. Les pièces qui sont intactes, il y a des erreurs de manutention. Il y a l'hypothèse des crues. Il y a l'hypothèse des dépôts votifs. Ça me plaît pas trop de dire ça parce qu'en général, les dépôts votifs, on parle de culte des moments où on ne sait pas quoi dire. Donc, il devait y en avoir parce qu'en Saône-et-Loire, on a retrouvé des épées en bronze volontairement tordues. On a des dédicaces votives. Donc, dans le Rhône, voilà, c'est possible, mais par contre, c'est difficile à prouver. Donc, tous les éléments intacts, c'est erreurs de manutention, des crues qui auraient arraché des zones de stockage à proximité du Rhône, et peut-être des dépôts votifs. Ouais. Oui. Oui, en fait, c'était le plus économique, parce que par charrette, on va dire, ça coûtait beaucoup plus cher. Donc, ils privilégiaient les voies d'eau, la mer, les voies d'eau pour alimenter les villes. Et ensuite, dans un niveau local ou régional, les marchandises pouvaient être transportées dans des charrettes. Oui. Est-ce que c'est prévu des fouilles sur le port de Marcoule? Alors, le port de Marcoule, pour l'instant, non. Moi, je travaille au musée d'Arles, mais en fait, il faudrait qu'il y ait des travaux. S'ils construisent des éoliennes offshore, hein, il y aura sûrement une intervention archéologique, mais disons que entre le Rhône, Marseille, entre vraiment des zones où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de recherches, c'est vrai que du coup, les nouvelles zones ne sont pas forcément prospectées et étudiées. Il faudrait qu'il y ait un aménageur, des travaux qui imposent ce type de recherche. Oui. Lors des constructions, là, il y a 50 ans, trouvé à la hauteur de Van Marcoule pas mal d'amphores gauloises d'eux. Oui. Comme c'est un bord de Rhône assez stable, au pied de la Danse, il peut y avoir un port d'embarquement. Oui, tout à fait. Oui, oui. Les amphores, les Gauloises, on en trouve vraiment beaucoup de partout. Hein. C'est vraiment l'amphore, comme elle avait un fond plat, elle était plus facilement, on le comprend avec la vue du chaland, qui est un chaland à fond plat. C'était plus facile de stocker des amphores gauloises que des amphores effilés. Donc effectivement, dès qu'il y a des voies d'accès fluviales, on les trouve à proximité. Hein. Ouais. Mais plus on s'éloigne des voies, et moins on en trouve. Ce qui montre bien que le produit des amphores était ensuite transvasé dans des cruches, dans des pots, et ensuite dispatché. Donc c'est là où on perd un petit peu la trace du commerce. Oui. Vous avez monté avec les déchets entre guillemets là, Oui. sur le bord du Rhône, ça veut dire que si vous voulez fouiller, vous en avez pour 150 ans. Quoi. Ah, plus. Plus. Ben là, disons que sur une surface de 31 mètres sur 3, 900 mètres cubes, donc juste au-dessus du bateau, ah ben on peut déjà là le musée, on est en train de construire des réserves parce c'est plus possible. Donc là demain, et pourtant moi j'ai fait remettre beaucoup d'amphores gauloises à l'eau. C'est-à-dire que les amphores gauloises, on a inventorié une partie, le reste on l'a mis dans des big bags d'une tonne et on les a remis dans le négatif laissé par l'épave parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Et si demain on doit continuer à faire des fouilles exhaustives dans le Rhône, il va falloir qu'on remette 90% à l'eau. Hein. Oui, ouais. Oui. Une question un peu générale. Comment se porte l'archéologie aujourd'hui en France, notamment au niveau des vocations? Alors, au niveau des vocations, c'est vrai que l'archéologie sous-marine ou en général se porte plutôt pas mal parce c'est vrai que grâce à des fouilles comme ça, grâce à beaucoup de reportages, il y a une image qui est quand même assez positive. Nous, on le voit avec le tourisme, la fréquentation du musée, les hôtels qui désemplissent pas, la fréquentation qui a augmenté. Donc, il y a un vrai impact économique intéressant et qui intéresse les élus. Donc, c'est quand même le président du Conseil général qui a décidé ce projet.
Après, au niveau des vocations et des postes, c'est vraiment extrêmement compliqué pour trouver du travail, hein. Non, c'est très dur. Au CNRS, il y a pratiquement plus de postes, les postes ne sont pas renouvelés. Moi, je suis dans une filière, l'archéologie territoriale, donc là, c'est presque moi-même qui ai créé mon poste. Et donc c'est quand même assez compliqué. Il y a l'INRAP, il y a encore des grosses boîtes d'archéologie préventive, mais là c'est encore un autre boulot. C'est-à-dire qu'on est sur les chantiers, des fois c'est des choses qui sont assez ingrates, avec peu de céramique, peu d'éléments à étudier, c'est des diagnostics. Donc après, moi je dis toujours, hein, celui qui veut y arriver, qui fait tout pourra y arriver. Il suffit après de faire effectivement les grandes écoles. C'est sûr que ceux qui font Cagne, Hippocagne sont privilégiés par rapport aux autres. Celui qui rentre à l'école française de Rome, il est encore plus privilégié pour rentrer au CNRS, etc. Donc voilà, le tout, c'est effectivement de se donner un objectif et de tout faire pour y arriver. Un nombre de chercheurs au CNRS en archéologie? Ah, aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. 2. Non, c'est pas vrai, je sais pas. Une dernière question? Sur Arles, il y a d'autres projets de fouilles dans le Rhône ou pour l'instant Alors pour l'instant, nous, on a arrêté. Parce que après ce renflouage, on a des centaines de milliers d'objets à étudier. Donc là, je vous en ai montré juste 2, mais on en a beaucoup d'autres. Et en revanche, on a Luc Long qui continue à faire des prospections, la carte archéologique, donc qui va travailler à Fos, au Sainte-Marie-de-la-Mer, et qui sera, je pense, en septembre dans le Rhône. Donc là, il fait des sondages et il essaie de délimiter le gisement. Une dernière? Non? Alors, eh bien, on va vous remercier, David Chaoubi. Je crois que votre conférence a bien intéressé tout le monde et les enfants aussi, je crois. J'ai eu beaucoup de questions, donc tout s'est bien passé. Donc, merci encore. Et puis, eh bien, pour la prochaine conférence, de ce type-là, en accompagnement de notre activité archéologie, ce sera le 5 août, toujours un mercredi, toujours à 16h. Et le thème sera les vers anciens, gallo-romains, de la vallée du Rhône. Donc on passe céramique au verre. Voilà. Une bonne fin de journée. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers famille si ça vous intéresse ou aux ateliers enfants. Et un bel été.